L'ordre du jour appelle les explications de vote des groupes et le vote par scrutin public ordinaire sur le projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale. Et la parole est à Madame Cécile Cukierman pour le groupe communiste républicain citoyen et écologiste. Pour 7 minutes, chers collègues. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Nous arrivons effectivement en fin de parcours d'étude de ce texte et tout d'abord, je veux le redire, dans des conditions de travail législatif qui ne sont pas satisfaisantes, tant par son calendrier d'inscription, tant sur les délais que nous avons eus, y compris entre le travail en commission et l'examen en séance, avec un texte qui, inévitablement, et parce qu'il a été travaillé, a vu son nombre d'articles, y compris presque doublé entre la commission et le passage en séance. Et donc, nous ne pouvons que regretter ce travail un peu poussif jusque dans les derniers jours de cette session extraordinaire pour pouvoir finir ce texte qui, pour autant, répond et doit répondre aux attentes des collectivités territoriales. Un texte, mais je l'avais déjà dit dans l'intervention générale, qui, à nos yeux, manque toujours de souffle, Or, il y a inévitablement une urgence démocratique qui nous est rappelée, bien évidemment, avec l'abstention galopante scrutin après scrutin, mais plus largement, et je crois nous le voyons, y compris dans nos débats de société aujourd'hui, dans une défiance finalement entre les citoyens et les élus, entre justement ceux qui devraient les représenter, et d'un pacte de confiance, d'un pacte politique qui se dilate jour après jour. Nous avons également regretté parce qu'il y a besoin, je le disais, de redonner du sens, mais il y a surtout cette nécessité à renforcer les moyens pour permettre aux élus locaux de répondre plus, mieux et davantage aux besoins de leur population. Je ne vais pas répéter ce que nous avons dit ici pendant plusieurs heures, mais redire très simplement qu'à nos yeux, la clause de compétence générale pour toutes les collectivités territoriales demeure encore aujourd'hui la seule garantie d'une simplification réelle, d'une simplification démocratique et d'une simplification qui assure justement cette fameuse décentralisation dont notre République, d'ailleurs, se définit dès son article 1er. Et à l'inverse, j'aurais envie de dire, du renfort de cette véritable décentralisation, eh bien, vous nous avez proposé la différenciation qui, après l'examen des différents articles, demeure toujours à nos yeux source très certainement pour les mois et les années qui viennent d'une complexité un peu plus importante, d'une remise en cause d'un certain nombre de principes d'équilibre entre des missions régaliennes et le pouvoir local, mais surtout très certainement le renforcement et la satisfaction d'ailleurs que l'on peut lire, le renforcement d'un certain nombre de collectivités territoriales que l'on qualifie parfois des grandes collectivités territoriales et donc inévitablement dans les années à venir un renforcement d'une concurrence entre les collectivités alors que nous aurions besoin, et ce n'est pas simple, de renforcer et d'assurer, de garantir l'égalité entre toutes les collectivités territoriales. Sur la déconcentration et donc la place de l'État qui demeure indispensable, vous me permettrez, Madame la Ministre, de dire qu'elle demeure très superficielle. Certes, il y a eu, après les travaux du Sénat, un renfort, notamment de la présence départementale de l'État au détriment d'un pouvoir parfois régional. Cependant, la déconcentration ne peut se résumer par un renfort du pouvoir des préfets. Une véritable déconcentration pour garantir une décentralisation passe inévitablement par une présence renforcée, multipliée des agents de l'État dans leurs différents métiers pour venir justement en soutien et en appui aux élus locaux et leur permettre de répondre à leurs exigences de leur mandat pour, comme je le disais, répondre aux besoins des populations. C'est finalement donc un texte aux nombreux sujets. Nous avons parlé
des grands enjeux de décentralisation, différenciation, je le disais, de la question de la politique du logement jusqu'à celle de l'alignement des arbres. En tout cas, c'est effectivement un texte qui, inévitablement, et je ne le dis avec aucune ironie ni mépris, a permis de répondre à de nombreux soucis, de nombreuses problématiques, parfois plus ou moins locales, mais en tout cas des soucis et des problématiques du quotidien. Et ça, sur cette partie-là, en tout cas, nous l'actons. Mais nous serons bien évidemment très vigilants aux suites et à un certain nombre d'évolutions, parce que, Madame la Ministre, je sais que c'est une expression aujourd'hui très à la mode, mais le cousu humain ne peut pas toujours faire loi de la République, surtout, comme je le disais, à l'heure où il me semble, mais je crois que nous sommes d'ailleurs plusieurs à le partager ici, même si c'est parfois avec des réponses différentes, il y a une urgence aujourd'hui, non pas simplement à faire du cousu humain, mais à répondre à ces aspirations des populations, des élus locaux, de nos collectivités territoriales, pour garantir, en respectant bien évidemment les différences des uns et des autres, qui sont, je le redis, avant tout une richesse, mais qui, en les respectant et en faisant République, nous permettront d'avoir un avenir en commun, en tout cas plus apaisé que celui qui se présente aujourd'hui. Je veux, pour finir, souligner un certain nombre d'évolutions, à nos yeux en tout cas positives, bien évidemment. L'amélioration de la possibilité de la saisine par les présidents des chambres du Conseil d'évaluation des normes, la prise en compte de l'évaluation de la compensation pour les nouvelles compétences transférées et bien évidemment la volonté réaffirmée ici au Sénat de la possibilité offerte aux communes au sein des intercommunalités concernées de maintenir la compétence eau et assainissement au pouvoir communal. La question n'est pas d'être misérabiliste ni de faire du communalisme, mais bien au contraire, je crois, dans cet esprit de la décentralisation, de maintenir dans la proximité autant que faire possible tout ce qui peut être géré et qui est plutôt bien géré pour répondre aux besoins de nos populations. Finalement, et j'en finirai ainsi, malgré tous ces débats, la différenciation à nos yeux n'est pas la décentralisation démocratique indispensable, cette décentralisation qui doit garantir les libertés locales tout en garantissant l'égalité républicaine entre chacune et chacun. Et j'aurais envie de dire sans surprise, nous voterons contre ce texte. Merci. La parole est à Madame Françoise Gatel pour le groupe Union centriste. Pour 7 minutes, chers collègues. Madame la présidente, monsieur le président de la commission des lois, que je tiens à remercier pour nous avoir accompagnés, soutenus, encouragés pendant ce texte. Permettez-moi aussi, avant de vous saluer, mes chers collègues rapporteurs et autres, d'avoir un message de gratitude et de remerciement pour l'équipe des administrateurs de la commission des lois qui ont fourni un travail considérable dans des conditions accélérées, dirions-nous. Madame la ministre, vous connaissez sûrement Iris. Iris, c'est la messagère des dieux grecs qui était alors adorée. Je vois que monsieur le directeur de la DGCL connaît Iris. Elle était adorée de tous parce qu'elle n'apportait que des bonnes nouvelles. Eh bien, vous voici, Madame la Ministre, l'Iris du Sénat, si je puis dire, puisque vous allez porter au gouvernement et à l'Assemblée de très bonnes nouvelles sur un texte que nous avons, grâce à vous, pu travailler, grâce à vous, dans un dialogue constructif, construit, je crois, d'une manière très positive. Soyez-en remerciés. Puisque notre objectif, c'est l'efficacité de l'action publique jusqu'au dernier kilomètre et jusqu'au dernier de nos concitoyens. Alors, de quoi s'agissait-il dans ce texte ? Parfois, nous a-t-on dit, un texte barbare, un peu techno, faible d'une timidité excessive. Nous-mêmes avons dit parfois ceci. En tout cas, encore une fois, moi, je vous renouvelle mes remerciements pour nous avoir amené ce texte. Deux crises fortes, l'une sociale avec les gilets jaunes et l'autre sanitaire, psychologique et même économique, bouleversent et épuisent notre pays, mais ont aussi montré sa capacité à tenir dans des temps un peu forts grâce à l'engagement inlassable et responsable des élus locaux quand l'État était à leur côté. Alors des crises, tirons les leçons et tirons-les vite,
parce que nous sentons que notre pays est un peu comme le temps, orageux et impétueux. Alors certains d'entre nous auraient rêvé d'un grand soir de l'organisation territoriale, mais les grands soirs étant parfois suivis de petits matins blêmes, nous avons pensé que ce n'est peut-être pas la voie. Et le Sénat n'a pas manqué d'audace, je crois, ni d'ambition, car nous avons choisi une autre ligne de conduite. Un nouveau Big Bang territorial qui serait un peu hasardeux, comme nous en avons connu, nous avons préféré une révolution des esprits, ce qui n'est pas rien, celle de l'agilité, de la souplesse, de la confiance dans les élus locaux et celle d'un État régalien, mais aussi très présent dans les territoires, facilitateur pour l'action des élus. Alors, pour construire nos travaux, appuyés sur les 50 propositions du Sénat, l'adhésion de 300 200 élus qui ont répondu à notre consultation, nous sommes partis tout simplement des besoins des élus et proposé, contrairement à cet esprit français cartésien de la norme, nous avons proposé un champ des possibles qui donne des solutions aux élus selon un principe de subsidiarité. Il faut que celui qui est le mieux placé fasse les choses. Ainsi, Madame la ministre, nous avons adoré la décentralisation et vous avez vu comment nous avons poussé un peu les feux, parce que comment pouvons-nous assurer la protection des enfants si ceux qui détectent les problèmes à l'école, je parle de la médecine scolaire, ne parlent pas à ceux qui ont les solutions et les responsabilités, les départements. Il en est de même pour les cantines de lycée. Et Madame la ministre, je vous avoue que j'ai été subjuguée par la folle extravagance que vous nous avez proposée, puisque vous nous proposez pour les gestionnaires de lycée d'expérimenter une potentielle convention entre le lycée et le président de département et de région qui permettrait, si le directeur d'établissement veut bien, que le président de la collectivité pourrait éventuellement parler, si celui-ci le veut bien, aux gestionnaires de cantines et de lycées. Sauf que ces conventions ont été inventées en 2004, au moment du transfert des TOS, donc 20 ans après. Nous proposer une timide expérimentation, disons que c'est un peu extravagant, Madame la ministre. Mais je ne doute pas qu'encouragés par nos soins, nous irons un petit peu plus loin. Enfin, Madame la ministre, nous avons beaucoup aimé la différenciation. L'article 1 du texte a même été reconnu comme fait par le Conseil d'État, ce qui n'est pas rien. Donc nous, fidèles serviteurs de l'action publique et de son intérêt, nous avons nourri ce texte un peu faible et nous pensons que la différenciation, qui n'est pas la déstructuration de la République, mais au contraire la prise en compte du réel pour mieux servir nos concitoyens et garantir l'égalité des droits, nous l'avons conjuguée et enrichie. Et je sais que vous avez adoré ça, Madame la ministre, parce que nous avons introduit la territorialisation des compétences, nous avons réaffirmé l'enjeu de délégation de compétences d'une collectivité à une autre. Et enfin, Madame la ministre, nous avons reparlé de l'intérêt communautaire, car celui qui arrivera à nous convaincre du rayonnement métropolitain d'un nid de poule, sincèrement, moi je l'attends encore. Et Madame la ministre, vous n'êtes pas si loin de nous sur le fond, parce que dans l'amendement que vous avez proposé sur Aix-Marseille-Provence, vous nous faites de l'intérêt communautaire, comme M. Jourdain faisait de la prose sans savoir. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais je maintiens que sur ce sujet, Madame la ministre, je n'ai pas tort. Madame la ministre, je pense très sincèrement qu'il faut que nous puissions, par la souplesse, l'agilité que nous avons donnée au lieu d'une norme, replacer l'État déconcentré au cœur de la gestion des problèmes en proximité et replacer aussi les élus locaux qui ont montré leur efficacité. Et le binôme État-collectivité est essentiel, on l'a vu pendant la crise. Donc, Madame la ministre, vous avez choisi vous avez choisi la procédure d'urgence. Dans urgence, il y a le mot urgence. Ça veut sans doute dire que vous êtes convaincus de la nécessité d'aller vite et qu'en tout cas, on compte sur vous pour être la messagère de la prospérité d'un texte jusqu'à l'Assemblée nationale, ce qui semble un peu douteux. Et surtout que nous réussissions, parce qu'il y a urgence à agir, Madame la ministre. Il ne s'agit pas d'un texte de techno, mais il s'agit de servir nos concitoyens et de retrouver leur confiance. Merci à vous, Madame la ministre.
Merci. La parole est à monsieur Éric Kerrouche pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Et pour 7 minutes, chers collègues. Madame la présidente, madame la ministre, mesdames, messieurs les rapporteurs, que dire de ce texte et comment le qualifier ? Si c'était un livre, j'hésite entre la peau de chagrin, au vu du texte initial, et le portrait de Dorian Gray, au vu de ce qu'il est devenu. Si c'était une poésie, ce serait forcément l'Inventaire de Jacques Prévert. Si c'était un animal, ce serait une méduse ou tout autre invertébré. Si c'était une peinture, ce serait bien entendu un collage. Si c'était un jeu, j'hésite entre un puzzle ou, si on est plus sévère, les échecs. Et voilà, 84, 158, 217, ce n'est pas une suite mathématique, c'est le nombre d'articles que compte désormais le texte 3DS au terme d'un examen long, fastidieux, décousu, au cours duquel rien ne nous aura été épargné tant sur la forme, réserve intempestive d'articles, mitage de l'examen jusqu'à une seconde délibération assez incongrue hier soir, que sur le fond. Le texte initial est le péché originel. Vous êtes connue, Madame la Ministre, pour être experte de notre système local et pour avoir fait progresser celui-ci par de multiples initiatives. Quel contraste avec le texte que vous avez proposé. Alors qu'il portait une grande ambition de grandes annonces après la crise des Gilets jaunes, les conditions baroques de son examen résultent de sa nature originelle. Il a été d'autant plus facilement tordu par la majorité sénatoriale qu'il n'avait pas de colonne vertébrale. Ce texte mal né, ce texte nid de poule, a été achevé par la droite sénatoriale. Après 2 ans de concertation, le texte est une liste de mesures qui ne tirent pas d'enseignement de la crise sanitaire, démocratique, sociale que nous traversons et ne répond pas aux attentes d'élus locaux qui, quand ils ne sont pas déçus, sont indifférents. Au-delà des correctifs mineurs pour certains utiles, ce projet de loi comportait pour nous 6 écueils. D'abord, une différenciation qui constitue une cible ratée. Une décentralisation trop résiduelle, une déconcentration qui s'assimile plus à une recentralisation, une simplification complexificatrice, un comble, un traitement lacunaire de la question des ressources financières et, en dessert, l'ignorance totale de la question démocratique alors qu'elle aurait dû, selon nous, être une composante majeure. Bref, ce texte n'apportait pas énormément, c'était juste une déception eu égard aux attentes, avec beaucoup de petites dispositions, mais pas grand-chose sur l'essentiel. Le texte sorti du Sénat tient plus, lui, de la samba. Un pas en avant, 2 pas en arrière. Alors, il y a eu des petits pas. L'examen par le Sénat a permis quelques avancées que nous partageons avec les rapporteurs. Et oui, chère Françoise Gatel, cher Mathieu Darnaud, tout arrive. Et que nous avions également proposées. Compétences des régions en matière d'emploi, d'apprentissage et de formation professionnelle, transfert à la carte des compétences facultatives au sein des EPCI, renforcement des pouvoirs réglementaires des régions dans l'attribution de certaines subventions et aides. Après avoir évité les nombreuses irrecevabilités, une quinzaine de nos amendements ont été adoptés, comme l'obligation de réponse pour le Premier ministre aux propositions d'adaptation législative, qui lui ferait du bien, y compris d'ailleurs pendant les questions au gouvernement, accord des communes à la majorité qualifiée en cas de délégation des compétences d'un EPCI, extension à l'ensemble des départements frontaliers des compétences qui sont d'ores et déjà reconnues pour la collectivité européenne d'Alsace, rétablissement auquel nous tenions de l'expérimentation de la recentralisation du RSA, expérimentation pour développer un système de transport sur d'anciennes voies ferrées. Mais il y a les grands pas en arrière. Il y a tout le reste, les franchissements de lignes rouges par la majorité sénatoriale qui font, selon nous, régresser ce texte dans toutes ses facettes. La ligne éditoriale était connue de longue date et elle tient lieu de posture. Haro sur l'intercommunalité, culpabilisation et stigmatisation des plus précaires, mise à l'écart de la démocratie locale. Sur l'intercommunalité, c'est que le début... Sur l'intercommunalité, en s'appuyant sur une défense bon teint des libertés locales, la majorité sénatoriale porte des propositions peu réalistes. Alors que les EPCI incarnent un espace de coopération nécessaire aux politiques publiques, ils sont systématiquement opposés aux communes, qui leur doivent pourtant une partie de leur salut. C'est probablement parce que nous avons un désaccord de fond sur le principe de solidarité que nous ne comprenons pas cette valorisation du repli sur soi.
C'est également pour cette raison qu'à la délégation de compétences tous azimuts, nous préférons la coopération interterritoriale. La majorité sénatoriale a ainsi fait le choix de revenir sur l'intérêt communautaire, par exemple en matière de zones d'activité, alors qu'elle constitue le cœur des compétences intercommunales, ou, pour encore une fois, remettre en cause la solution trouvée en matière d'eau et d'assainissement, sans même s'interroger, ça aurait été une solution, sur une possibilité ici opportune de différenciation territoriale. La majorité territoriale est également toujours plus forte avec les faibles, conditions de patrimoine pour l'attribution du RSA, affectation de la PCH à d'autres charges, tentative d'amodiation de la loi SRU, même si, il est vrai, elles ont été contenues par la rapporteure. En ce qui concerne le RSA, certaines expressions entendues dans cet hémicycle, comme celle de « rente », gagneraient à disparaître des comptes rendus. En détournant les possibilités liées au pouvoir réglementaire local, la droite sénatoriale a atteint deux objectifs : décrédibiliser le principe de différenciation et stigmatiser les plus précaires. Le pouvoir réglementaire doit permettre de faire mieux ou plus, pas de raboter les droits sociaux ou les politiques volontaristes en matière écologique. Dans le même ordre d'idées, l'article 50 rendait finalement possible l'échange de données pour lutter contre les non-recours aux droits sociaux que le groupe socialiste avait déjà proposé en juin. Vous avez préféré cantonner ces dispositions à une information du bénéficiaire plutôt qu'à une application de ses droits. C'était pourtant une mesure de simplification et une faculté d'aide pour les plus précaires. C'était sans doute un peu trop pour eux. Enfin, en matière de démocratie locale et de participation, tout a été relégué. Sur ce sujet, quand l'exécutif est constamment dans la stratégie de l'évitement, la majorité sénatoriale, elle, est aux abonnés absents. La démocratie représentative ne peut rester exclusive de toute autre forme de participation. Le temps de la démocratie éclipse a vécu. Nous avons donc voulu, en dépit des nombreuses irrecevabilités, comme sur la parité, proposer des solutions qui deviendront des solutions d'avenir, quand bien même elles poseraient des contraintes aux élus, parce qu'elles feront vivre la démocratie locale. Pour toutes ces raisons, refus de solidarité territoriale, remise en cause de la question sociale, négation de la démocratie locale, nous voterons bien sûr contre ce texte. Merci. La parole est à monsieur Stéphane Ravier pour 3 minutes. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la montagne 3DS aura accouché d'une souris. La base choisie pour la décentralisation n'étant pas la commune, votre projet de loi n'entraîne aucun changement de structure, d'efficacité et de représentativité des Français. Vous n'avez fait que mélanger le jeu de cartes, mais le château de cartes reconstitué est toujours le même, une citadelle imprenable dans laquelle les élus sont barricadés et à laquelle les citoyens peuvent très difficilement accéder. À l'intérieur, on s'y perd comme dans un labyrinthe. Aucune amélioration prévue en matière de consultation citoyenne. Les choix territoriaux se font sans l'aval des intéressés. Il manque à ce texte le 4e D de démocratie. De plus, le contrat de mixité sociale fixant les objectifs de logements sociaux à atteindre est signé entre le maire, le président de l'EPCI et le préfet. Le maire est donc minoritaire pour décider de la politique d'habitat et de logement sur son propre territoire. De quoi accentuer le sentiment de dépossession des élus locaux et des habitants. Certains grands défenseurs des valeurs républicaines de la mixité sociale vont devoir passer de la théorie du vivre ensemble à la réalité du vivre avec. Je leur souhaite beaucoup de courage et d'abnégation républicaine. Les maires ne semblent pas vraiment au centre de l'attention du Parlement, puisque la commission mixte paritaire du projet de loi Climat et Résilience leur a refusé un droit de veto sur tout projet éolien envisagé sur leur commune. J'espère que cette disposition, rajoutée à nouveau dans ce texte, sera maintenue à terme. En ce qui concerne plus particulièrement la métropole Aix-Marseille-Provence, les sénateurs de la majorité de droite ont défendu leur baronnie métropolitaine en laissant, bon seigneur, quelques miettes aux 92 communes qui la composent, mais en rappelant bien que les compétences déléguées devaient rester sous la coupe souveraine de sa présidente Martine Vassal. Des méthodes paternalistes, bien loin du principe de libre administration des communes, qui ne deviennent que des relais de la métropole et dont l'autonomie est définitivement une histoire du passé. Rien sur le pays d'Arles, rien sur ces 29 communes bucco-rhodaniennes qui résistent à l'ogre métropolitain, qu'elles soient assurées de mon soutien dans leur résistance à l'oppression de l'intégration de force. Oui, les citoyens et les élus locaux ont été chamboulés
par les lois RCT, NOTRe et MAPTAM, mais il faudra à l'avenir remettre courageusement les choses à l'endroit en s'appuyant sur le triptyque commune, département, État. C'est là la clé d'une vraie différenciation, décentralisation, déconcentration, simplification. La liberté et la subsidiarité sont nécessaires au respect des identités et à l'efficacité de l'action publique. Pour nos maires, premiers représentants et premiers acteurs de l'État décentralisé, il ne restera qu'un dé, celui, et pour rester poli, de la débrouille. Des communes les plus rurales aux communes urbaines, petites et moyennes, chaque crise est gérée selon le système D et ce texte n'y changera rien. Cependant, et pour conclure, je voterai en faveur de ce petit texte pour appuyer les quelques possibilités introduites sur le renforcement du contrôle pour le versement du RSA, sur les délégations de compétences des métropoles vers les communes, sur la libre autonomie municipale en matière d'éolien, en espérant, car je reste un éternel optimiste, que l'Assemblée nationale ne jouera pas les godillots du gouvernement en cassant ces apports souhaités par les élus locaux. Merci. Je vous en prie. La parole est à monsieur Stéphane Le Rudulier pour le groupe Les Républicains pour 7 minutes, chers collègues. Madame la présidente, madame la ministre, mesdames et messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, nous terminons aujourd'hui 2 semaines de travaux parlementaires particulièrement intenses sur ce projet de loi consacré à la différenciation, la décentralisation et la déconcentration. Et autant dire que le sujet était vaste. Et pourtant, l'inscription à l'ordre du jour du Sénat n'était pas une évidence. Au regard de l'agenda particulièrement resserré de nos travaux, et je tiens en préambule, Madame la ministre, à saluer votre ferme résolution, car vous êtes parvenue à faire valoir aux yeux du gouvernement l'importance et la primauté de ces sujets, malgré ces impératifs calendaires. Et donc, je m'adresse à vous avec beaucoup de respect et je me réjouis de votre force de conviction par rapport au cadre contraint qui vous a été fixé par le Premier ministre et le Président de la République. Néanmoins, force est de constater que le texte initial n'était pas du tout à la hauteur de ce que nous attendions, alors même qu'il nous avait été présenté comme le 3e acte majeur de la décentralisation. Car, Madame la ministre, quelle était la véritable ligne directrice de ce texte, sinon de savoir comment mettre fin au jacobinisme excessif de ces 40 dernières années, qui ne cesse de prospérer à travers notamment la multiplication des normes, l'organisation de la dépendance financière des collectivités et l'éloignement des principaux centres de décision de territoire. Alors oui, ce texte fut une réelle déception pour notre famille politique, car manquant d'ambition à bien des égards, car privilégiant généralement les mesures paramétriques sous prétexte de simplification, tout en évitant de s'aventurer sur d'autres terrains essentiels et en abordant de multiples sujets trop variés qui auraient mérité à eux seuls un projet de loi et son examen. De surcroît, ce qui a d'autant plus limité la portée du texte, c'est bien évidemment l'absence d'un volet financier robuste, indispensable à une véritable décentralisation et à une différenciation. Alors pour autant, le Sénat ne s'est pas résigné, et c'est avec une ferme intention de redonner corps à ce projet de loi que la Haute Assemblée a débuté ses travaux. Je voudrais saluer nos rapporteurs, qui se sont efforcés d'insuffler un surcroît d'ambition et d'envergure à ce texte. Je pense principalement à Françoise Gatel et Mathieu Darnaud pour la commission des lois, mais également à Dominique Estrosi Sassone aux affaires économiques, Alain Milon aux affaires sociales ou encore Daniel Guéret pour le développement durable. Pour ce faire, nous nous sommes appuyés sur les réflexions antérieures de la Haute Chambre. Je pense notamment aux fameuses 50 propositions du Sénat sous la direction du président Larcher, remises en juillet
dernier au Président de la République et au Gouvernement, et qui sont malheureusement restés lettre morte. Et plus récemment, un rapport d'information de nos collègues Estrosi Sassone et Létard consacré à la loi SRU. Ainsi, le texte des commissions présentait déjà un certain nombre d'avancées. Je ne vais pas faire l'inventaire exhaustif de l'ensemble des apports du Sénat, mais je souhaite néanmoins m'arrêter sur quelques mesures phares, et notamment celles visant à garantir la possibilité d'un exercice différencié des compétences au sein du bloc communal par le biais du transfert à la carte de compétences, ou encore la suppression du caractère obligatoire du transfert des compétences eau et assainissement et gestion des eaux pluviales urbaines, ou bien encore la consécration du principe selon lequel toute décision prise à l'échelle territoriale relève prioritairement du préfet du département. Ces dispositions viennent parfaire le volet différenciation et déconcentration de ce projet de loi. Et sur le sujet ô combien sensible du logement, le Sénat a adopté des mesures visant à permettre une meilleure conciliation entre l'action des collectivités et la réalisation des objectifs de la loi dite SRU, avec la prolongation de ce dispositif sans date butoir et en rattrapage glissant, la mise en place d'un rattrapage différencié et contractualisé via un contrat de mixité sociale dont le maire et le préfet seraient la cheville ouvrière, ouvrant ainsi une démarche partenariale permettant de sortir de ce climat que je qualifierais de défiance qui s'était installé depuis plusieurs années entre l'État et les communes carencées ou déficitaires. En dernier lieu, la suppression de sanctions inefficaces et contre-productives pour initier un système de fléchage des éventuelles pénalités de carence vers la construction de logements. Sur le volet sanitaire et social, j'évoquerai la réforme de la gouvernance des ARS, qui se veut plus équilibrée à l'égard des élus locaux, laissant notamment la place à une coprésidence du préfet de région et du président du conseil régional. Enfin, permettez-moi, en tant que sénateur des Bouches-du-Rhône, de souligner tout particulièrement le consensus auquel nous avons abouti hier soir au sujet de cette fameuse métropole Aix-Marseille, dont l'action et l'efficacité sont mises à mal depuis 5 ans, du fait principalement d'une mauvaise répartition des compétences entre les différents niveaux. Et j'insiste sur ce fait qu'en revenant à l'esprit originel de l'intercommunalité, il s'agit, je pense, d'un véritable tournant historique qui va permettre de rendre la parole aux élus locaux afin de définir ce nouveau cadre institutionnel. Et je voudrais saluer une nouvelle fois la qualité du dialogue que nous avons eu avec Madame la ministre sur ce sujet aussi essentiel pour le quotidien de 1,8 million d'habitants. Enfin, en outre, tous ces apports en commission, de très nombreuses dispositions présentant différentes améliorations et éléments de précision du texte des commissions ont été adoptés en séance durant ces derniers jours. Nous espérons dès lors que l'Assemblée nationale saura se saisir de cette loi 3DS revigorée et nous accompagner dans une démarche qui se veut ambitieuse de décentralisation en vue d'aboutir à une réelle consolidation des libertés locales. Alors, au regard de ces améliorations substantielles apportées au projet de loi, notre groupe votera pour ce texte et je vous remercie. Merci. La parole est au président Claude Malhuret pour le groupe Les Indépendants, République et Territoires, et pour 7 minutes, chers collègues. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, chaque révolution s'évapore en laissant seulement derrière elle le dépôt d'une nouvelle bureaucratie, écrivait Kafka. Depuis plusieurs semaines, vous expliquez, madame la ministre, que ce texte n'est pas une révolution. C'est effectivement ce que nous constatons. Je ne sais si vous prendrez ce jugement comme un éloge ou comme une critique. Il y a pour tout dire un peu des deux. Mais on peut en tout cas approuver le fait que vous ayez évité à nos élus locaux et à nos concitoyens un nouveau bouleversement.
il n'aurait pas manqué d'apporter avec lui son lot de complexité administrative dont les collectivités territoriales souffrent déjà trop. Je tiens à saluer la qualité de nos débats et remercier nos collègues rapporteurs. Malgré un contexte délicat et dans un temps d'examen réduit, notre Chambre a substantiellement enrichi le texte. Nous avons eu ainsi l'occasion de voter plusieurs dispositions visant à accroître la liberté des collectivités territoriales. Le rétablissement de l'expérimentation de la recentralisation du RSA, proposé notamment par notre groupe, a été adopté par le Sénat. Pour de nombreux départements, et pas seulement celui de la Seine-Saint-Denis, le RSA est une charge majeure qui pèse considérablement sur les budgets. Nous saluons également le renforcement du rôle du département en matière d'aide sociale et du poids des élus locaux au sein des conseils d'administration des ARS qui permettront aux collectivités d'avoir une meilleure maîtrise de ces politiques. Nous soutenons à cet égard les élargissements du pouvoir réglementaire local portés par le texte, même s'ils sont modestes. Le texte comporte aussi un volet conséquent sur le logement, qui aurait d'ailleurs pu faire l'objet d'un véhicule législatif à part entière. C'est l'un des sujets les plus importants pour les élus locaux, confrontés en permanence aux complexités de la loi SRU, à ses obligations, à ses seuils et à ses dérogations. Les contrats de mixité sociale apporteront des solutions adaptées aux réalités locales. Les communes qui ne respectent pas les obligations en matière de logements sociaux ne sont pas toujours des ennemis de la mixité sociale. Même si certains maires le sont, la plupart font de leur mieux pour composer avec les règles très rigides de la loi SRU. Ce projet de loi, tel qu'amendé par le Sénat, apportera davantage de souplesse et de liberté aux maires pour adapter le parc de logements aux objectifs fixés à l'échelle nationale. Partageant cette volonté de donner davantage de souplesse et de liberté aux acteurs de terrain, notre collègue Emmanuel Capus a déposé un amendement modifiant la loi SRU. Il vise à rendre plus progressive l'entrée dans le régime d'obligation concernant les seuils de logements sociaux. Notre Chambre a compris tout l'intérêt de ce dispositif pour les communes et l'a adopté. Ce texte apporte aussi de la souplesse aux opérations de revitalisation des territoires. Je veux notamment citer l'accélération de la procédure d'acquisition de biens sans maître, qui était attendue par les maires de communes rurales, de petites communes. Au fil de son examen, les prérogatives des organismes fonciers solidaires ont été renforcées par le texte. C'est un point important pour l'aménagement de nos territoires. Enfin, grâce à l'adoption d'un amendement déposé par notre collègue Daniel Chassaing, les communes touristiques membres d'une communauté d'agglomération qu'ils souhaiteraient pourront désormais retrouver l'exercice de la compétence de promotion du tourisme. Pour faciliter la transition écologique dans nos territoires, il était nécessaire de clarifier les compétences des régions et des départements dans ce domaine. Le maire se voit quant à lui confier la possibilité de réglementer l'accès aux espaces naturels protégés qui seraient menacés par une hyperfréquentation, ainsi que le souhaitait notre ancien collègue Jérôme Bignon. Nous saluons également la réforme de la gouvernance de l'ADEME opérée par le texte. Le poids des territoires y sera renforcé. Ces territoires, le Sénat a tâché de les libérer de leurs entraves. Il est cependant arrivé qu'il s'entrave lui-même. Nous regrettons ainsi qu'un grand nombre d'amendements n'aient pas pu être examinés en raison d'une interprétation extensive de l'article 40 de la Constitution. Au motif que les transferts de compétences entre collectivités territoriales créeraient ou aggraveraient une charge publique, ils sont déclarés irrecevables. Il y a plus de 35 ans, le Conseil constitutionnel a rendu un arrêt qui laisse effectivement penser que l'article 40 s'y opposerait. L'idée que la représentation nationale ne pourrait pas proposer plutôt par voie d'amendement un transfert de compétences entre collectivités territoriales est pour le moins étonnante et les parlementaires tiennent à leur liberté d'amendement. Par ailleurs, durant les 35 ans qui nous séparent de la décision du Conseil constitutionnel, la démonstration de la bonne gestion des deniers publics par les collectivités locales a été amplement faite. L'État, quant à lui, a démontré l'inverse sur la même période et se garde bien de s'appliquer une règle similaire à celle de l'article 40. Nous sommes également nombreux à regretter l'application à géométrie variable de l'autre faucheur d'amendements, l'article 45 de la Constitution. Alors que le texte 3DS entend simplifier l'action publique locale, les amendements de notre collègue Dany Wattebled, qui devaient donner son plein effet au principe selon lequel silence vaut acceptation, ont été déclarés eux aussi irrecevables.
Ce mécanisme selon lequel silence gardé pendant 2 mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation est essentiel pour nos concitoyens, pour nos élus et pour nos entrepreneurs. Il est aujourd'hui vidé de sa substance par une liste infinie de dérogations. Alors que nous avions l'occasion de remédier à cela en votant des dispositions déjà adoptées au Sénat lors de l'examen du texte « Accélération et simplification de l'action publique », ces dispositions ont été déclarées irrecevables sans aucune explication. Nous le regrettons vivement. Le texte comporte néanmoins plusieurs dispositions de simplification qu'il convient de saluer, et notamment celle qui prévoit le renforcement des échanges de données entre administrations et collectivités territoriales. Nos élus ont besoin de plus de simplicité, mais aussi de plus de soutien. Le projet de loi y répond en faisant du CEREMA un outil au service de l'ingénierie territoriale de l'État et des collectivités. Ces dernières seront désormais représentées au sein de sa gouvernance. Dans ce même esprit, les chambres régionales des comptes verront leur mission évoluer afin d'ajouter à leur fonction de contrôle une assistance aux collectivités territoriales dans l'évaluation des politiques publiques. Au total, même si, comme je l'ai expliqué, nous regrettons que certains de nos amendements que nous considérons importants n'aient pas été pris en compte, et même si les changements apportés par ce texte restent mesurés, nous pensons qu'il apporte des améliorations intéressantes à l'activité des collectivités territoriales. Le groupe des Indépendants votera donc majoritairement en faveur de son adoption. Merci. La parole est à Monsieur Guy Benarroche pour le groupe Écologiste Solidarité et Territoires. Pour 7 minutes, chers collègues. Madame la présidente, Madame la ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, dire que la montagne a accouché d'une souris ne serait pas le plus approprié au vu de l'évolution du texte après son étude au sein de notre Assemblée, ou alors ce serait une grosse souris, bien entendu. En effet, si le texte au départ était pauvre, souvent imprécis, quelquefois incohérent, nous voici donc à l'arrivée avec près du double d'articles, et ce, malgré une grande libéralité très souvent dénoncée dans cette Assemblée dans l'application de l'article 40 et une temporalité très complexe pour assurer la sérénité des débats. Je n'arrive toujours pas à comprendre le choix du calendrier dans la foulée de la loi climat, alors même que les élections locales se déroulaient. Que dire donc ? Si les promesses du grand soir, promis lors du Tour de France présidentiel après la crise des Gilets jaunes, ne sont pas au rendez-vous, parti d'un texte n'apportant que des réponses parcellaires aux enjeux si importants de l'organisation territoriale de notre pays, nous arrivons à un texte qui ne brille pas par sa cohérence et par la cohérence des positions retenues. Nos positions, nous, écologistes, sont stables depuis des années, du local au global. La crise des Gilets jaunes et la crise sanitaire dont nous ne sommes toujours pas sortis rappellent et ont rappelé l'attachement des Français et du pays à un échelon local plus souple, plus agile pour répondre à leurs attentes. Et face à de nouveaux records d'abstention électorale, nous aurions pu saisir l'occasion pour innover et faciliter l'engagement des citoyens. Encore eût-il fallu en avoir le temps. Pourtant, le texte tel qu'il résulte de nos débats ne consacre aucune nouvelle décentralisation, pas plus qu'une mise en œuvre d'une différenciation efficace, sans parler d'une quelconque simplification. On décentralise en reconcentrant ou on recentralise en déconcentrant, et sans pouvoir répondre à la question des citoyens, comment ça marche ? Tout n'est que détail, détail qui, mis côte à côte après les votes du Sénat, ne constitue en rien une œuvre pointilliste à la Seurat, mais plutôt un patchwork indéchiffrable. Aucune des propositions de notre groupe renforçant la démocratie locale, le droit de pétition n'a été retenue, pas plus que le renforcement réel du pouvoir réglementaire du maire pour protéger la santé de ses citoyens ainsi que l'environnement. Pourquoi avoir autant peur, chers collègues, de la démocratie participative qui ne nie pas l'élu et le pouvoir qui est le sien, mais vient le renforcer ? Limiter le droit de pétition et rendre optionnelle son inscription à l'ordre du jour d'un conseil municipal est un véritable couteau planté dans le dos du pacte républicain. Les élus sont responsables devant leurs électeurs au travers des élections, certes, mais empêcher une expression libre, vivante, démocratique,
sur un sujet porté par ces derniers au travers d'une pétition, alors que notre devoir est de tout faire pour permettre à notre démocratie de sortir de la crise actuelle, est une faute. Concernant le pouvoir réglementaire du maire, je le répète, je reste ébahi de tant d'hypocrisie du positionnement majoritaire qui souhaiterait donner un pouvoir de veto au maire pour l'implantation des éoliennes, structurant la politique énergétique de toute une région, tout en lui refusant le droit de réglementer les épandages de produits phytosanitaires pour protéger les habitants et les terres de son village. Je ne reviendrai pas charitablement sur les attaques et les accusations d'agribashing sans aucun fondement que nous subissons ici et là de temps en temps, nous écologistes. Que dire aussi des possibilités offertes par la nouvelle écriture de modifier, sous couvert de simplification, la portée des réglementations, notamment en matière d'aide sociale ou de procédures d'urbanisme? J'ai eu l'occasion de l'argumenter, la simplification ne doit pas être synonyme de moins-disance. Essayons de rester positifs. Je salue le réveil de notre Assemblée suite au débat de commission sur plusieurs points. La suppression des mesures faisant du Césaire une chambre soumise à des nominations politiques, voire politiciennes locales, la possibilité d'expérimentation de la recentralisation du RSA ou une plus grande démocratie sanitaire avec la participation accrue des citoyens, mais aussi des élus. Le titre sur la transition écologique, tout comme la loi climat d'ailleurs et la modification de l'article 1 de la Constitution non aboutie, n'est pas à la hauteur des enjeux. Quant à la remise sous coupe préfectorale de l'ADEME, une agence qui a fait ses preuves dans le domaine de l'environnement, cela laisse encore perplexes les intéressés et tous ceux qui ont bénéficié de son soutien. Passé la surprise de voir réapparaître un volet logement initialement prévu pour la loi dite séparatisme, nous avons constaté que ni le gouvernement, ni cette majorité n'ont à cœur de combattre l'assignation à résidence des populations précaires qu'ils ont pourtant dénoncées tant de fois. Tout comme pour les éoliennes, la théorie du « pas chez nous » revient de plus belle. Comment justifier auprès de nos concitoyens la possibilité pour les communes de comptabiliser les casernes militaires comme logements sociaux? Autre exemple de cette lutte contre les précaires plus que contre la précarité, le renforcement du contrôle des allocataires du RSA ou le refus de pérenniser l'encadrement des loyers. Je glisserai un mot, à la suite de mon collègue Stéphane Le Rudulier, sur les dispositions concernant la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Cher Stéphane, tout comme vous, j'y tends, mais nous ne sommes pas encore arrivés au consensus. Parti d'un constat consensuel, lui, sans appel et partagé par tous de la situation actuelle, l'article 56 consacré à cette métropole n'y répond que très partiellement pour le moment, voire dans une ambition un peu trop partisane, et en ne permettant pas, entre autres, à la ville de Marseille d'être maîtresse de ses politiques de proximité, comme le sont les autres communes des Bouches-du-Rhône. Elle devra donc retravailler rapidement et sérieusement. En conclusion, chers collègues, si je regrettais la timidité du gouvernement qui n'aura pas saisi l'occasion et a tardé à faire de réelles propositions pour un nouveau pacte territorial, je regrette aussi que la majorité sénatoriale ait choisi de se contenter de reprendre la vision partielle et quelquefois partiale de ses propositions antérieures sans aucune ouverture. Ce texte très étoffé, sans vision réelle structurante, sans cohérence dans le rôle de chaque échelon, ne résoudra pas les problèmes d'organisation et de coordination des communes, des métropoles et des régions. C'est pourquoi, quoique fervent défenseur d'une décentralisation à la hauteur des spécificités locales et d'une différenciation synonyme d'efficacité et pas de compétition et d'inégalité, mais aussi conscient des enjeux majeurs d'une Europe des régions, le groupe écologiste Solidarité et Territoires ne votera pas ce texte et votera contre ce texte. Merci. Merci. La parole est à Monsieur Ludovic et pour le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants pour 7 minutes, chers collègues. Madame la présidente, madame la ministre, mesdames et messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Après 3 semaines de travail et de débats nourris, la Chambre des territoires a achevé hier soir l'examen du projet de loi dit 3DS.
Fruit d'une longue gestation et de plusieurs mois de concertation, le texte porté par Mme la ministre Jacqueline Gourault, que nous saluons à nouveau pour l'immense travail réalisé, vient compléter les actes de décentralisation qui, n'hésitons pas à le dire, ont parfois laissé des imperfections et des carences dans l'organisation actuelle de notre millefeuille territorial. En plus de répondre aux attentes pragmatiques qui ont été exprimées à plusieurs occasions, le projet de loi 3DS marque un tournant entre les relations entre l'État et les collectivités. Le texte s'appuie notamment sur la contractualisation avec des outils concrets pour permettre aux élus locaux et aux collectivités territoriales d'exercer les missions qui sont les leurs, avec plus de risques, avec plus de responsabilités et de singularité. Ce texte se doit de tirer les leçons de la crise sanitaire en confortant le rôle des élus locaux et en améliorant la collaboration avec les services déconcentrés de l'État. Pour répondre à ces objectifs, le Gouvernement a proposé au Sénat un texte initial de 84 propositions qui repose sur un juste équilibre entre les attentes légitimes des territoires et des élus locaux, largement consultés tout au long de la fabrication de ce texte, sans bouleversement des équilibres existants. Après de nombreuses heures de débat, il faut noter le maintien des 84 articles de départ, avec quelques modifications du Sénat, telles que la décentralisation des routes aux départements, aux métropoles et aux régions qui le souhaitent, la mise en place différenciée et adaptée aux réalités locales des objectifs de la loi SRU, réforme qui n'avait jamais été envisagée dans les quinquennats précédents depuis le vote de la loi en 2000. Le financement des établissements de santé par les collectivités et leur capacité de recruter des soignants pour leurs centres de santé, et même l'expérimentation de la recentralisation du RSA par l'État. Cela témoigne bien de l'écoute, de la compréhension et de la traduction législative des attentes concrètes de nos élus dans le texte du Gouvernement modifié par le Sénat. Aussi, dans une ambiance constructive et sereine, grâce à l'esprit de compromis de nos rapporteurs, que je salue pour la qualité du travail réalisé, et pour le plein exercice des libertés locales, les sénateurs ont enrichi le texte qui compte aujourd'hui plus de 200 articles. Le groupe RDPI y a contribué, comme d'autres groupes, par l'adoption de plusieurs amendements proposés. Je ne pourrai pas tous les énumérer ici, mais j'aimerais revenir sur ceux qui ont fait consensus entre nos différents groupes. Tout d'abord, sur le titre relatif à la différenciation territoriale. Nous nous sommes entendus sur l'extension du pouvoir réglementaire local afin de pouvoir développer les libertés locales, la suppression de la définition de la composition du Ceser par délibération du Conseil régional, le renforcement de la participation citoyenne locale, très attendue par nos concitoyens. Concernant le titre sur la transition écologique, après de nombreux débats, nous sommes tombés d'accord sur le transfert des routes aux départements, métropoles et à titre expérimental pour les régions volontaires, comme la région Grand Est, avec une version de compromis trouvée entre les rapporteurs et le Gouvernement. Le transfert des petites lignes ferroviaires de manière plus encadrée ou encore les sanctions sur le domaine public fluvial géré par les VNF, les Voies navigables de France. Ensuite, sur le titre du logement et urbanisme, notre groupe a été particulièrement actif afin de bien rappeler les difficultés auxquelles se heurtent nos élus locaux, sur notamment les atteintes des objectifs de la loi SRU. Vous avez d'ailleurs bien voulu adopter nos propositions sur l'augmentation des catégories de dépenses déductibles du prélèvement SRU et sur la possibilité accordée aux communes nouvelles de demander la conclusion d'un contrat de mixité sociale. En dépit de quelques divergences d'opinion sur des dispositions techniques, sur lesquels nous resterons très attentifs dans le cadre de la navette parlementaire, sans dogmatisme, mais avec réalisme, nous nous sommes entendus sur la suppression de la date butoir de 2025 ou encore le rythme de rattrapage du déficit des logements sociaux différenciés selon les communes SRU. Le titre relatif à la santé aura également nourri de nombreux débats. Nous avons toutefois convergé vers une meilleure représentation des élus locaux au sein du conseil d'administration des ARS, ou sur la participation des usagers dans les conseils territoriaux de santé et dans les contrats locaux de santé. Toujours sur le titre santé, vous avez bien voulu adopter notre amendement facilitant l'implantation d'officines de pharmacie à Mayotte afin d'assurer un maillage territorial en matière de santé dans le domaine ultramarin. Les échanges sur le titre de l'outre-mer ont été fructueux également. Ils ont permis à notre groupe de proposer à la Haute Assemblée plusieurs dispositions attendues par les territoires ultramarins. Nous pouvons citer la mise à jour du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le CESEDA, les conditions de la prescription acquisitive immobilière à Mayotte, la dérogation au Code de l'urbanisme pour la construction de logements en Guyane, le statut de Clipperton ou encore la composition du Congrès des élus départementaux et régionaux de la Guadeloupe. La meilleure application du service public numérique pour tous les usagers, avec l'application « Dites-le nous une fois »,
principe qui prévoit que les usagers n'aient plus à recommuniquer les documents et informations que l'administration leur a déjà demandés par ailleurs. La faculté des collectivités de leur regroupement de recourir au financement participatif pour leur investissement, ou encore l'extension du dispositif de réunion par visioconférence pour les conseils départementaux, régionaux, au conseil des syndicats intercommunaux et aux syndicats mixtes fermés font partie des mesures de simplification qui ont été adoptées sur les bancs du Sénat. En outre, chers collègues, vous l'aurez compris, en prenant en compte ces éléments, le groupe RDPI votera en faveur du PJL 3DS, dans le droit fil des actions menées depuis 2017, en faveur des élus locaux et des collectivités. Nous émettons toutefois plusieurs réserves sur certaines dispositions adoptées par le Sénat. Si certains ont souhaité rejouer le match de la loi Engagement et Proximité ou du projet de loi Climat et Résilience, nous ne pouvons pas revenir sur les équilibres qui ont pu être trouvés, comme nous l'avions indiqué au début de l'examen. À titre d'exemple, le transfert de la compétence eau et assainissement, ou PLU, à l'EPCI, les compétences à la carte pour les EPCI, les capacités d'intervention pour les départements dans le domaine économique, le durcissement des conditions d'accès à la prestation du RSA, ou encore l'obligation d'un avis conforme du conseil municipal pour les projets d'installation d'éoliennes sont des propositions que nous pouvons entendre, mais qui ne créent pas à ce jour aucun consensus et que notre groupe ne partage pas. Le texte poursuivra son examen à l'Assemblée nationale et nous faisons le vœu sincère que les débats constructifs et bienveillants que nous avons eus au sein de cette haute assemblée, ainsi que l'esprit de compromis que nous avons eu avec nos rapporteurs et qui ont guidé le Sénat et le gouvernement, se poursuivent. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame la présidente Nathalie Delattre pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen pour 7 minutes. Chers collègues. Madame la présidente, madame la ministre, madame et monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous achevons 15 jours d'examen d'un projet de loi dont les débats furent finalement plus engagés qu'attendus, même s'ils furent toutefois sous-tendus par la fatigue d'un marathon législatif particulièrement intense et que nous avons subi cette année. À cela s'ajoute l'amer constat quasi unanimement souligné lors de la discussion générale de voir combien ce texte, en arrivant sur nos pupitres, nous a paru éloigné de son ambition initiale et des fortes attentes qu'il suscitait de la part des collectivités. D'autant plus que son examen suit de quelques jours un scrutin marqué par une abstention record et préoccupante. Face à cet horizon encombré, le Sénat a toutefois su remonter toute la profondeur des questions locales. Nos échanges ont traduit combien la vie de nos territoires était riche, qu'il s'y jouait des questions majeures de la vie de notre nation. Je pense par exemple à nos discussions autour de l'article 17 et de l'application de la loi SRU. Certains ont fait part de leur crainte que ce projet de loi dénature l'esprit initial de la loi au motif de davantage de souplesse. D'autres ont pu souligner au contraire qu'à défaut de souplesse, les objectifs de la loi SRU ne seraient jamais atteints, car parfois irréalisables. Néanmoins, au-delà des positions soutenues, nous nous accordons à regretter qu'un tel sujet ne soit pas l'objet d'une discussion à part entière, plutôt que de le traiter entre le transfert des compétences voirie et la réforme de la gouvernance des ARS. Au cours des débats, certaines mesures adoptées ont révélé des clivages profonds, mettant là aussi en lumière toute l'importance de la vie politique locale. Ce fut par exemple le cas à propos de cette disposition adoptée en commission des lois qui permet aux départements de décider de priver du RSA les personnes disposant d'une épargne trop importante. Une majorité des membres du RDS se doutent que cette mesure soit la plus à même de lutter efficacement contre les abus de notre système de solidarité. Cela étant, nonobstant ces premières considérations, je veux saluer le travail du Sénat, au premier rang desquels celui de nos rapporteurs. Notre Assemblée a su s'approprier pleinement un texte au sujet duquel nous avions d'abord fait part de notre déception et a su garder sa cohérence. C'est le cas de la réintroduction d'un droit à l'erreur pour les collectivités locales qui, hélas, peinent toujours à vous convaincre, Madame la Ministre. Le groupe RDSE tenait également à saluer la transposition dans ce texte de la proposition de loi visant à moderniser et faciliter la procédure d'expropriation de biens en état d'abandon manifeste, largement adoptée au Sénat le 14 avril dernier, avec un avis favorable du Gouvernement. Ces dispositions devraient permettre de mieux soutenir la revitalisation de nos communes face aux problèmes croissants de la sous-optimisation des biens immobiliers et des terrains abandonnés par leurs propriétaires.
Malgré tout, je crains que nous n'ayons pas pleinement su rattraper les défauts et les insuffisances initialement constatés dans le volet de la différenciation, et cela malgré les améliorations faites au cours de cet examen. Il se pose toujours la question de la portée réelle de ce principe, notamment au regard des moyens. D'autant que la différenciation porte en elle-même un risque, celui d'une inégalité territoriale qui se creuserait encore davantage avec le temps. Si nous voulons que ce nouveau souffle territorial soit porteur d'un meilleur avenir pour nos collectivités, il faudra se montrer particulièrement vigilant dans les années à venir pour éviter toute forme de dérive et de particularismes locaux au détriment des territoires moins favorisés. Mais difficile de rejeter ce texte à ce motif, tant il est fait d'un ensemble de dispositions diverses qui comportent de bonnes mesures et que le Sénat aura introduites pour beaucoup. Parmi ces améliorations, je pense à l'article ajouté suite à l'adoption de l'amendement de notre collègue Jean-Yves Roux, permettant aux communes touristiques membres d'une communauté d'agglomération de retrouver l'exercice de la compétence promotion du tourisme. Nos débats nous auront aussi évité de commettre certaines erreurs, comme s'agissant de la modification de la composition des Ceser, amendement que je portais au nom de mon groupe. J'aimerais aussi revenir sur la non-suppression de l'article 7 du projet qui vise à instituer une expérimentation permettant aux régions d'exercer la compétence d'aménagement et de gestion des routes nationales et autoroutes non concédées. Nous avons dit combien, au RDSE, cette disposition nous interrogeait quant à la lisibilité des compétences des collectivités en matière de voirie routière. D'autant que les départements sont connus et reconnus pour l'exploitation de leur domaine routier, alors que les régions sont loin de disposer de telles compétences. Aussi, je regrette que cet article n'ait finalement pas été supprimé à la faveur d'un second vote à 00h30 hier soir, alors que l'amendement que je portais avait été adopté dans la semaine. Pour l'essentiel, notre groupe demeure attaché aux communes et aux départements et ne souhaite pas privilégier à l'excès les échelons intercommunaux et régionaux. Nous y voyons un risque d'éloignement des organes de décision des territoires, à l'image de ce que nous avons défendu au sujet de la réforme des agences de l'eau. De cette même manière, certains points suscitent encore d'importantes interrogations, notamment concernant l'ADEME, dont nous ne comprenons pas, malgré les premières réponses apportées par la Commission, le sens ou du moins l'intérêt de la réforme. En dernier lieu, je voudrais dire un mot de ce qui n'a pas été examiné dans ce texte. Un exemple nous a particulièrement affectés. Durant ces 2 semaines, nous avons souvent abordé la question des communes de montagne, ce qui n'a rien de surprenant dans un texte prônant la différenciation juridique des territoires. Mais étonnamment, certains aspects n'ont pas pu être développés au motif d'irrecevabilité, parfois peu compréhensible. Notre collègue Guylène Pantel en aura fait part durant les débats en indiquant regretter que ne puisse être discuté son amendement concernant le droit de l'urbanisme et les risques d'une double application des lois littorales et montagne. Dans ce même esprit, je pense également à l'amendement qu'aurait souhaité porter notre collègue André Guiol, visant à repenser les conséquences de la suppression des zones NB dans les règlements locaux d'urbanisme. L'ambitieuse simplification aurait justifié que ces sujets soient au moins abordés, tant ils sont l'objet pour nos communes de difficultés au quotidien. Aussi, au regard de ces éléments, vous comprendrez que le groupe RDSE ne tiendra pas une position unanime et chacun de ses membres conservera, comme il est de principe, sa pleine liberté de vote, avec toutefois une majorité de vote en faveur de ce texte. Merci. Merci. Madame la ministre, mes chers collègues, il va être procédé dans les conditions prévues par l'article 56 du règlement au scrutin public ordinaire sur l'ensemble du projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale. Le scrutin sera ouvert dans quelques minutes. Le scrutin est ouvert.
Personne ne demande à voter. Le scrutin est clos. Merci. Alors voici le résultat du scrutin numéro 161 sur l'ensemble du texte. Compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence. Nombre de votants 345, nombre de suffrages exprimés 334, pour l'adoption 242, contre 92. Le Sénat a adopté. La parole est à Madame Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales. Merci Madame la Présidente, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs. Nous arrivons au terme de ces débats très riches, de ces 10 journées et nuits passées ensemble, avec plus de 1000 amendements examinés en séance. Je tenais à remercier la commission des lois et son président, François-Noël Buffet, et bien sûr ses rapporteurs, Françoise Gatel et Mathieu Darnaud, qui ont accompli leur mission avec conviction. Remercier également les rapporteurs Dominique Estrosi Sassone, Alain Milon et Daniel Guéret pour leur rapport décisif et leur engagement pour défendre ce texte. Et puis, je tenais bien sûr à vous remercier, Madame la Présidente, ainsi que l'ensemble de vos collègues qui ont présidé pendant ces 10 jours de séance pour l'exigence d'efficacité et de sérénité des débats que vous avez portés. Je tiens à souligner cet état d'esprit constructif dans lequel nous avons collectivement œuvré et que nous partageons depuis de nombreux mois. Je vous le disais le 7 juillet dernier, en ouverture de nos débats, il s'agit d'un texte de confiance vis-à-vis des élus locaux, mais aussi de confiance vis-à-vis du Sénat, qui a fait preuve de responsabilité et qui a le plus souvent convergé avec le gouvernement, n'en déplaise à ceux qui veulent réécrire l'histoire et faire passer le récit d'une confrontation. Il n'en a rien été. Il nous reste bien sûr des divergences. C'est normal, notamment sur l'intercommunalité, ça a été souligné à l'instant, mais je suis sûre qu'une position d'équilibre entre les besoins de proximité et la nécessité de mutualisation et de mise en commun saura être trouvée à la faveur de la navette. Mais je retiens aussi qu'un grand nombre de mesures importantes ont été adoptées et les différents orateurs qui sont passés avant moi l'ont dit. Je ne vais pas être exhaustive, mais je voudrais retenir l'extension du pouvoir réglementaire local, la pérennisation de la loi SRU et sa mise en œuvre différenciée via le contrat de mixité sociale, le transfert des routes départementales et des routes nationales aux départements et l'expérimentation en direction des régions pour les régions volontaires, la capacité pour les collectivités à financer des établissements de santé et à recruter des soignants. Bien sûr, l'expérimentation de la recentralisation du RSA ou encore le renforcement des pouvoirs des collectivités locales pour mettre en œuvre concrètement la transition écologique sur leur territoire. Je ne serai pas plus longue, toutes ces mesures portent des avancées concrètes au bénéfice des territoires et de nos concitoyens. Je vous remercie à nouveau, toutes et tous, pour votre investissement et je remercie bien sûr ceux qui, d'entre vous, ont voté en faveur du texte qui répond aux besoins concrets des territoires. Je vous remercie.